Bonsoir et bienvenue à Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche. Nous sommes le 6 novembre 2024 et Donald Trump est élu président des États-Unis. 4 ans après sa défaite contestée, il décroche donc un second mandat et sa victoire face à Kamala Harris est nette. Nous verrons qui a voté pour lui, quelles conséquences son élection devrait avoir sur l'économie, l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous serons bien entendu en duplex avec nos reporters et nous recevrons un élu républicain et une démocrate pour un petit débat. À Paris, Sonia Chironi reviendra sur la fusillade qui a fait 1 mort et 4 blessés jeudi dernier à Poitiers. Le tireur présumé s'est rendu à la police hier soir. Et puis à la veille du procès de l'effondrement des 2 immeubles de la rue d'Aubagne qui avait fait 8 morts en 2018, notre grand format nous montrera que l'on vit toujours dans des bâtiments insalubres dans ce quartier situé au cœur de Marseille. La soirée électorale a été plus courte que prévu. Dès les premières fermetures des bureaux de vote, Donald Trump a fait la course en tête et n'a cessé de creuser l'écart avec Kamala Harris, remportant disputer les États clés l'un après l'autre. Peu après minuit, la télévision Fox News pro-républicaine a annoncé sa victoire. Franck Genozo, Anto Filippi, Maryse Burgot et Thomas Donzel. Veuillez accueillir le président élu, Donald J. Trump. Lui seul, peut-être, avait osé imaginer cet incroyable comeback. Merci beaucoup, peut-on lire sur les lèvres de Donald Trump. Lorsqu'il monte sur scène aux côtés de son épouse et de son plus jeune fils, il savoure sa revanche. Donald Trump redeviendra en janvier président des États-Unis. Nous avons surmonté tant d'obstacles pour en arriver là. Et il est clair désormais que nous remportons la plus incroyable des victoires. Regardez où nous en sommes. C'est pas dingue, ça ? Pas un mot pour son adversaire battu, mais un appel à l'unité après une campagne où il a profondément divisé les Américains. Il est temps de mettre les divisions des 4 dernières années derrière nous. Il est temps de s'unir. Et nous allons essayer. Nous devons essayer. On y arrivera. Les succès nous rassembleront. Quelques instants plus tôt, cette photo prise dans les coulisses, avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui a mis son influence et son argent au profit de la campagne Trump. Puis cet autre cliché publié par son fils, où Donald Trump, l'air grave et solennel, relit son discours de victoire. Pendant qu'aux abords de la salle, ses partisans jubilent. c'est excitant. Nous vivons un grand jour, le Super Bowl de la politique. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression que c'était Noël. C'est génial. Je suis prête au changement. On va commencer ici et maintenant. Et on se recentre enfin sur notre pays. Toute la nuit, ses supporters ont suivi les résultats dans les swing states. Il est 23h38 lorsque le premier d'entre eux, la Caroline du Nord, est attribué à Donald Trump. CNN projette que Donald Trump remporte la Caroline du Nord. À minuit 37, la Géorgie, remportée par les démocrates il y a 4 ans, bascule à son tour. Avant qu'à 2h06 du matin, la Pennsylvanie, l'État le plus courtisé par les candidats, ne confirme la tendance. On a voté Trump parce qu'il soutient les anciens militaires et il veut fermer les frontières. C'est ce dont on a besoin. C'est très simple. C'est le peuple qui choisit. Comme en 2016, comme en 2020, les sondages avaient encore cette année sous-estimé la popularité de Donald Trump. Une victoire nette et la perspective d'une présidence tempétueuse résumée par le New York Times dans ce titre « L'ouragan Trump est de retour ». On a appris il y a quelques minutes que Kamala Harris avait appelé Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Qui l'eût cru ? Qui aurait pu imaginer voir revenir Donald Trump à la tête de l'État après sa mise en cause dans l'attaque du Capitole, après sa condamnation au pénal dont il devrait bientôt connaître la sanction ? Le candidat républicain n'a absolument pas pâti de ce passif et il remporte tout, le vote populaire, la majorité au Sénat, peut-être même à la Chambre des représentants. Ambroise Boulais et Léna Soudre. Il savoure sa victoire comme une revanche sur tous ceux qui l'avaient enterré trop vite. Donald Trump réalise le tiercé gagnant. Il rafle le vote des grands électeurs, rend le Sénat aux Républicains et se dirige vers la majorité à la Chambre des représentants. Les pleins pouvoirs pour celui qui était devenu un paria. Battu par Joe Biden en 2020,
Donald Trump, qui refuse de reconnaître la défaite, est alors lâché par une partie de son camp. Pire, sa tentative de renverser le résultat et sa responsabilité dans les émeutes du 6 janvier au Capitole lui valent d'être inculpé pour complot contre l'État, une charge inédite contre un ancien président. Banni de Facebook et Twitter, il est poursuivi dans pas moins de 5 affaires. Accusé de recel de documents classifiés, de fraude électorale, il essuie 2 condamnations ces derniers mois, pour fraude financière et pour avoir dissimulé des paiements à une ancienne actrice X pendant sa première campagne. Des revers qui n'ont fait que renforcer son désir de revanche. Dès que je serai réélu, justice sera faite. Le clan criminel Biden sera passé au crible. Entre ses procès, le milliardaire fait campagne. Il imprime son cliché d'identité judiciaire sur des t-shirts et des mugs, avec un slogan qui résume sa stratégie « Ne vous rendez jamais ». Revenu de la mort politique, il échappe de peu à une tentative d'assassinat. Il attribue sa survie à un miracle de Dieu. Pour ses soutiens, il incarne alors une figure invincible et se livre à toutes les outrances envers son adversaire. Vous êtes une vice-présidente de merde. Symbole de son retour, l'homme derrière l'insurrection du Capitole plaisante à la télévision en se comparant à un dictateur. Vous me demandez si je vais être un dictateur ? Seulement le premier jour. À peine élu, un nouveau rendez-vous judiciaire l'attend. Le 26 novembre, Donald Trump connaîtra sa peine pour falsification des comptes de sa campagne de 2016. Et notez qu'Emmanuel Macron a été un des plus rapides à féliciter Donald Trump pour sa victoire avant même qu'elle ne soit officielle. Il s'est dit prêt à travailler ensemble comme il l'avait fait par le passé. Ils se sont même appelés dans la journée. La victoire éclatante de Trump a été un coup de tonnerre aux États-Unis. Elle a déclenché une explosion de joie de ses soutiens qui savourent leur revanche. Reportage en Floride de Maryse Burgot et Thomas Doncel. C'est la bannière du jour. Trump a gagné. Elle flotte désormais à quelques centaines de mètres de Mar-a-Lago, la résidence principale du président nouvellement élu. Certains de ses supporters parlent aujourd'hui de revanche. Grosse revanche, parce que l'élection de 2020 a été volée au président Trump. Je le dis tout le temps, partout, à tout le monde. On a été volé. Ambiance de kermesse sur ce pont au-dessus de la lagune et fierté d'être cette fois dans le camp des vainqueurs. On a gagné. On ne veut pas leur remuer le couteau dans la plaie, mais on a gagné. On va faire la différence. La liesse aussi hier soir devant le QG de Donald Trump. La jeunesse chantant et dansant dans les rues de West Palm Beach. D'autres écoutant sur leur téléphone portable le discours de Donald Trump. Plus loin, ces républicains attendent le passage de son convoi. Des hommes et des femmes qui parlent parfois de leur désir de voir tout changer. On va nettoyer ce pays et le monde qui nous a pris pour de la merde. Ils vont tous payer pour ça maintenant. Comme Biden qui disait qu'on était des ordures. Maintenant Trump va se débarrasser des vraies ordures. Elle est virée, dit cet électeur à propos de la candidate démocrate Kamala Harris. J'avais un certain niveau de scepticisme cette année, car j'ai été blessé. J'avais un syndrome post-traumatique depuis l'élection de 2020. Je pensais qu'on y arriverait, mais j'avais des doutes. À la sortie de la soirée électorale, l'ex-épouse de Donald Trump, le clan au complet autour du gagnant. Quelque chose de magique arrive, non seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier. Une soirée à dominante rouge, jusque sur les robes des invités. Et nous retrouvons Maryse Burgot en direct de West Palm Beach, le fief du candidat républicain. Où se trouve Donald Trump à cette heure, Maryse ?
Eh bien, il a passé toute sa journée dans sa luxueuse villa de Mar-a-Lago, mais aucune image n'a filtré de cette journée. Une discrétion finalement assez inhabituelle chez lui, mais un peu à l'image du ton très calme qu'il a adopté hier, comme si aujourd'hui il lui fallait des heures pour digérer cette victoire très franche. Alors, la suite de cette présidentielle hors norme, eh bien, c'est le 6 janvier prochain, avec la certification des résultats par le Congrès américain. Et puis après, ce sera le 20 janvier, la cérémonie officielle d'investiture. Et à ce moment-là, seulement, Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis à prendre ses fonctions. Merci Maryse. Alors essayons de comprendre cette large victoire de Donald Trump. On prédisait qu'il n'aurait pas les femmes, mais il a eu les hommes, y compris ceux des minorités. La colère contre l'inflation imputée aux démocrates lui a rapporté des voix. Il est parvenu à incarner l'espoir, le changement. Illustration dans l'État clé de Pennsylvanie qu'il a remporté. Stéphanie Pérez, Raphaël Durosel et Juliette Cohen-Olivieri. Dans la guerre des pancartes électorales qui a agité cette rue de Pennsylvanie, ce sont donc les partisans de Donald Trump qui ont gagné. Et pour Kim, professeur à la retraite, une version virile de l'Amérique. Trump est fort. C'est un homme, un vrai, et avec lui, on va redresser le pays. Comme à chaque élection, cette circonscription rurale a voté pour le vainqueur et les hommes se sont particulièrement mobilisés, à l'image de ce chef d'entreprise qui soutient notamment Donald Trump sur sa politique migratoire. Je suis d'accord pour qu'on accueille les étrangers, mais de façon légale et en fonction de nos besoins. C'est un gros défi qui commence pour lui maintenant. Deux Amériques qui s'ignorent ce matin sur cette terrasse. À côté de lui, le désarroi des électeurs démocrates. Je suis déçue de mon pays. J'ai peur pour mes amis. Je suis triste pour les femmes. Pour comprendre pourquoi la Pennsylvanie a choisi le républicain Trump, après avoir voté pour le démocrate Biden il y a 4 ans, il faut aussi aller dans les quartiers latinos. 20% de la population de cette circonscription, leur poids a sûrement été décisif. Et ils ont choisi leur camp pour une raison, comme cet employé du BTP originaire de Saint-Domingue. L'économie était vraiment par terre et maintenant on va voir s'il arrive à arranger un peu la situation. Le président qu'on avait ne faisait rien pour nous. On va voir si Trump nous aide davantage. Inflation, sentiment de perte de pouvoir d'achat largement entretenu par Donald Trump malgré les bons résultats économiques. C'est aussi ce qui a convaincu ces mères et grands-mères qui font leurs courses. Manger, c'est devenu un luxe. Tout le monde ne peut plus se le permettre. On espère qu'avec lui, le prix de la nourriture va baisser un peu. En Pennsylvanie, Donald Trump l'emporte largement avec plus de 150 000 voix d'écart. Il s'est imposé comme le candidat des classes populaires. Si la victoire est belle côté républicain, le réveil est violent pour les démocrates. La soirée électorale a viré au cauchemar. Camille Gutin, Alice Sangoire et Lune Bonneton l'ont suivi au QG de Kamala Harris, restée muette toute la nuit. La soirée devait être une grande fête pour célébrer Kamala Harris. À l'université d'Howard, dans le QG de la candidate, à 19h, les militants sont survoltés. Pas de danse, chorale gospel et chorégraphie savamment étudiée. Alors que les résultats ne sont pas encore tombés, l'optimisme est à son maximum. Je sais que la première femme noire présidente va être élue ce soir. Elle est la candidate la plus qualifiée. Elle a travaillé au gouvernement. Donald Trump lui est un repris de justice. Mais rapidement, après 22 heures, la Caroline du Nord est le premier État clé à être donné en faveur de Donald Trump. C'est tellement décevant de perdre cet État qu'on aime alors qu'on a milité durement. Puis c'est au tour de la Géorgie de basculer du côté républicain. Dans ce bar de démocrates à Washington, l'ambiance se tend. Les visages sont fermés, crispés, fixés sur les télévisions. C'est encore possible de gagner mathématiquement, mais rien ne va dans le bon sens pour l'instant. Je suis très nerveuse. J'ai l'air calme, mais ça me stresse beaucoup de voir ces résultats. Vers 1h du matin, au QG de Kamala Harris,
Le directeur de campagne monte à la tribune. À la surprise générale, il annonce que la candidate ne s'adressera pas ce soir aux militants. Toute la nuit, nous allons continuer à nous battre pour que tous les votes soient comptés, que toutes les voix soient entendues. Mais ce soir, vous n'entendrez pas la vice-présidente. Dans le public, c'est la douche froide. Tous les soutiens de la démocrate quittent en quelques minutes les lieux, dépités. Donald Trump n'a pas encore gagné, mais certains supporters ont déjà perdu espoir. Je suis un peu déprimé de voir comment les choses évoluent. D'habitude, je suis optimiste, mais là... Je suis frustré et en colère. J'aimerais me dire que ce n'est pas fini, mais là j'ai l'impression de me tenir sur les ruines d'une élection. Une défaite brutale pour les démocrates qui espéraient élire la première femme présidente des États-Unis. Et on vous retrouve, Camille Gutin, dans les rues de Washington. On attend toujours une prise de parole de Kamala Harris qui n'a cessé de la reporter. Oui, exactement. Et la candidate démocrate devrait enfin s'exprimer cet après-midi dans son QG à Howard University. Alors, c'est vrai que c'est assez rare que les candidats, lors d'une soirée électorale, ne s'expriment pas encore plus lorsqu'il y a un vainqueur qui se dessine clairement. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Kamala Harris. C'est un silence qui a été plutôt mal vécu, en fait, par les militants qui nous ont dit s'être ressentis un petit peu abandonnés, qu'ils auraient aimé avoir un petit mot de la part de Kamala Harris pour garder espoir. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire cet après-midi. Elle va bien entendu remercier ses soutiens, mais surtout, elle va concéder publiquement sa défaite face à Donald Trump. Merci Camille. Bonsoir Franck Genozo. Bonsoir Anne-Sophie. Vous êtes notre correspondant à Washington, vous êtes un peu chez vous ici. Alors au-delà des thèmes de l'immigration et de l'inflation qui ont pesé sur la campagne, il y a une candidate, Kamala Harris, qui n'a, passez-moi l'expression, pas imprimé. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais à sa décharge, elle n'a eu que 3 mois et demi pour faire campagne, c'est très court, et elle a hérité d'une situation quasiment désespérée chez les démocrates. Elle s'est aussi heurtée au plafond de verre pour les candidates comme Hillary Clinton avant elle. Il faut bien comprendre que les hommes américains avaient beaucoup plus voté pour Joe Biden en 2020 que pour Kamala Harris hier. Et son colistier, Tim Walz, n'a peut-être pas apporté ce qu'il fallait en la matière. Mais la raison principale, sans doute, c'est effectivement qu'elle n'a peut-être pas su répondre aux 2 préoccupations principales des Américains. Le pouvoir d'achat, d'abord, sur lequel le message de Donald Trump passait mieux, et puis l'immigration, sur lequel Kamala Harris, parfois, a semblé relativement floue. Voilà ce qui explique sans doute, en grande partie, la défaite de ce matin. Merci Franck. Alors, à quoi va ressembler un monde où la première puissance économique, militaire est dirigée par Donald Trump? On va y revenir dans un instant avec nos invités, mais d'abord l'actualité en France. C'est avec vous, Sonia Chiaroni. Bonsoir Anne-Sophie, on vous retrouve effectivement dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale américaine. Ce qui fait l'actualité en France ce mercredi 6 novembre, c'est d'abord ce suspect qui a été placé en garde à vue dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à un jeune garçon de 15 ans jeudi dernier à Poitiers. L'homme s'est rendu de lui-même à la police hier soir. Nathalie Pérez avec Théo Thomas et Manon Célie. Ce soir, c'est derrière les murs du commissariat de Poitiers que le suspect est entendu par les enquêteurs. Depuis 6 jours, l'homme était en fuite et sous le coup d'un mandat de recherche. Hier après-midi, il a fini par se rendre à Paris dans les locaux de la police judiciaire. Il a reconnu être l'auteur de la fusillade de Poitiers qui a coûté la vie à un mineur. Le suspect est âgé de 25 ans, originaire de l'Essonne. En 2022, il est interpellé à Marseille et incarcéré pour détention d'armes, puis libéré 1 an plus tard. Selon les enquêteurs, le tireur présumé appartient à un gang marseillais de narcotrafiquants, les Yoda, et serait venu à Poitiers pour installer un point de deal permanent devant un restaurant. Il est venu s'implanter et ça n'a pas plu effectivement au quartier des Couronneries qui était organisé différemment que des points de stup fixes qu'on peut voir dans certaines villes. Mais ça n'a quand même pas plu au niveau des dealers des quartiers qui lui ont fait savoir et s'en est suivi cette fusillade, cette vengeance, quoi. Jeudi dernier, pendant la soirée d'Halloween, un groupe de jeunes est attroupé devant ce restaurant connu comme l'un des points de deal de la ville. À 22h45, le tireur ouvre le feu, 3 personnes sont touchées. Un jeune homme de 15 ans, Anis, succombe à ses blessures. Pour l'avocat de la famille, il est une victime collatérale de la fusillade. Il se trouve dans un restaurant dans lequel il va commander un sandwich et malencontreusement, il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, effectivement dans un endroit où se passe un trafic de drogue. Et l'enquête va nous permettre de savoir de quelle ampleur était ce trafic et pourquoi est-ce que ce soir-là, Anis a perdu la vie.
La garde à vue du suspect va se poursuivre jusqu'à demain. En fin d'après-midi, il devrait être présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. Une marche blanche s'est tenue cet après-midi en hommage à Nicolas, ce jeune homme de 22 ans, tué devant une discothèque en Ardèche. 2500 personnes s'étaient réunies à l'appel de la famille à Romans-sur-Isère, une ville abasourdie de devoir enterrer un autre de ces jeunes rugbymen, 1 an après la mort de Thomas à Crépol. Étienne Prigent et Marjorie Nadel. Sur son terrain de rugby, sa famille, ses amis et des anonymes lui rendent hommage. Et la couleur des ballons correspond à lui. Voilà, c'est un ange. On nous a volé un ange. Nicolas, 22 ans, tué d'une balle dans la tête, dans des circonstances encore floues. C'était jeudi dernier, lors de la fête d'Halloween. Il faisait la queue pour rentrer dans une discothèque avec une dizaine de ses coéquipiers, aujourd'hui effondrés et qui peinent à réaliser. C'est vraiment ce qu'ils prônent aujourd'hui, c'est l'injustice, parce qu'ils ne comprennent pas cette fatalité, ces 10 cm qui ont fait qu'il n'est plus là aujourd'hui, alors que la balle aurait été dans le sol s'il avait été là. Voilà, c'est tout ça qui fait que c'est dur à accepter. Très éprouvés, les parents de Nicolas n'ont pas eu la force de prendre la parole. Dans la foule de la marche blanche, la tristesse tourne parfois à la colère. Il y a 1 an, un autre jeune du club avait déjà été tué, poignardé lors d'un bal à Crépol, tout près d'ici. Un petit jeune qui voulait aller en boîte et on le tire comme ça, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas les mots, quoi. C'est horrible. Ce soir, les gardes à vue de 2 jeunes hommes suspectés du meurtre de Nicolas se poursuivent. Selon le parquet, ils pourraient faire partie d'un groupe mafieux basé à Marseille. Le principal suspect du meurtre de Philippine est ce soir entre les mains de la justice française. Il a été mis en examen pour meurtre et viol en récidive. Un peu plus tôt dans la journée, il avait été extradé de Suisse où il avait été arrêté 4 jours après le meurtre de la jeune étudiante. Ce Marocain de 22 ans avait déjà été condamné pour viol et il était sous le coup d'une mesure d'expulsion. L'annonce de la fermeture de 2 usines Michelin à Vannes et à Cholet suscite depuis hier beaucoup d'inquiétudes chez les 1254 salariés, bien sûr, mais aussi chez les sous-traitants du fabricant de pneumatiques. C'est toute une économie locale qui risque d'être impactée. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, l'usine existait depuis 1970. Thomas Paga et Nicolas Daloudier. Les cheminées de l'usine Michelin et désormais les fumées de pneus brûlées par les salariés en colère dominent les environs. La fermeture de l'équipementier automobile, c'est un choc économique pour toute la ville. Ce bar-épicerie, par exemple, se remplit habituellement aux heures de sortie d'usine. Le concept, c'est l'afterwork, donc effectivement, c'est aussi fait pour les 3-8. C'est un moment d'échange où les gens ils discutent de leur vie, de leur travail. Parmi les 950 ouvriers de Michelin, ceux-ci sont des habitués. Et aujourd'hui, l'ambiance est morose. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais me reformer? Est-ce que je vais rester au sein du groupe? Les gens, ils sont complètement perdus. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Et puis il y a tout ce qui gravite autour, en fait, ta famille. La famille, les amis. Leur angoisse est désormais partagée par la gérante. L'usine est le 2e employeur de Cholet. Le contexte actuel, plus effectivement la fermeture de Michelin, fait que du coup, on n'est pas tous très sereins sur l'année 2025. On sait que ça va être une année compliquée. L'équipementier fait aussi travailler des dizaines d'entreprises locales pour le transport des marchandises, la restauration, l'entretien des machines. Ce sous-traitant s'occupe de la dépollution des installations. Depuis 24 ans que Ludovic Juré intervient chez Michelin, les salariés de l'usine sont devenus des collègues, des amis. On s'entend bien, on s'entraide, on rigole ensemble. Ça sera un passe-cœur. De les voir partir ? Voilà. Le fabricant de pneus représente près de 20% de l'activité de la PME. La fermeture les plonge dans l'inconnu. Après, si ça ferme, on aura sûrement du nettoyage à faire derrière. Donc on aura toujours un petit peu de boulot. Ça, c'est à court terme. Voilà. Puis après, on s'attablera. On fera comme on peut. Tous ici gardent espoir qu'une nouvelle entreprise s'installe à la place de Michelin, que d'autres emplois seront créés. Dans le département, le chômage s'élève à 6,3%, un point de moins que la moyenne nationale. 6 ans après la catastrophe de la rue d'Aubagne, le procès s'ouvre demain à Marseille. L'effondrement en quelques secondes de 2 immeubles qui avaient fait 8 morts a profondément marqué la ville et ses habitants et révélé l'ampleur du scandale de l'habitat insalubre à Marseille. Un fléau, vous allez le voir, bien difficile à endiguer. C'est notre grand format du soir. Il est signé Noémie Dahan, Alexandre Lépinet et Christophe Larocca.
Elle n'avait jamais pris le temps de revenir dans la rue d'Aubagne, de s'arrêter là. Elle qui habitait juste en face de ces deux immeubles qui se sont effondrés il y a 6 ans. On se dit jamais que ce sera dans notre rue que ça va arriver, ou nos voisins en face que ça va arriver. On se dit jamais ça. Des voisins qu'elle saluait tous les jours depuis ses fenêtres. On habitait au 1er étage, ma chambre était ici. Là, c'était le salon. J'étais dans ma chambre, je préparais pour m'habiller pour aller à la fac. J'ai entendu un sorte de gros tonnerre, mais vachement proche. On voit plein de cailloux, plein de briques, mais vraiment jusqu'au niveau des fenêtres. Il y avait les pompiers qui sont là, enfin, tout le monde était paniqué. D'abord un bruit sourd, puis un panache de fumée. Rapidement les pompiers. Allez, on recule. Le 5 novembre 2018, 2 immeubles de la rue d'Aubagne s'effondrent. 8 personnes meurent, ensevelies sous les décombres. Ces immeubles, que l'on voit avant qu'ils ne s'écroulent, étaient mal entretenus et situés dans un quartier populaire de Marseille. Noël meurt, Marseille en colère. Un électrochoc qui provoque la colère des habitants et révèle au grand jour l'ampleur de l'habitat insalubre à Marseille. Dans l'urgence, près de 400 immeubles sont évacués et 3700 personnes délogées. 6 ans plus tard, le quartier a-t-il changé? Dans la rue d'Aubagne, nous avons rendez-vous avec Kauter Ben Mohamed. Avec son association, elle traque les marchands de sommeil. Elle nous emmène au numéro 43. C'est pas possible. Il n'y a rien qu'à changer, quoi. Il faut avancer à tâtons. Il n'y a plus d'électricité dans les parties communes. Lorsque nous tournons début octobre, ce bâtiment est frappé d'un arrêté de péril depuis décembre 2023. Seul un appartement est visé et a été évacué. Une terrasse est à condamner. Mais selon elle, tout l'immeuble est dangereux. Tous les murs et les plafonds, pour le coup, sont imbibés d'eau. Ça a commencé à s'effriter sur toutes ces parties, donc à partir de là-haut jusque là. On retrouve ces morceaux de plâtre et de murs dans les escaliers. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut se passer là? En fait, quand ça bouge, ça tombe. C'est tout simplement ça, en fait. Vous savez, c'est comme des Legos. Une fois que c'est plus dans la structure, ça s'effondre. Potentiellement, on n'est pas à l'abri de se prendre le plancher sur la tête. Au premier étage, des sanitaires communs. Des gens se douchent là et vont aux toilettes ici. Voilà. Et là, on voit une bassine. C'est souvent des gens qui ont chauffé de l'eau parce qu'il ne doit pas y avoir d'eau chaude. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se laver dans un endroit aussi sale et aussi imbibé de champignons et de moisissures et de saleté, en fait. Au deuxième étage habite Saïd Abdallah, 64 ans. Saïd, bonjour. Ce retraité vit dans cette pièce de 12 mètres carrés, infestée de nuisibles. Les rats, les souris, les cafards, les punaises. Réseau électrique défaillant, infiltration d'eau. Et lorsqu'on lève la tête, on aperçoit le plancher de chez son voisin. Le voisin au-dessus, il prend sa douche et ça coule. Votre propriétaire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit, débrouille-toi. Vous êtes inquiet de vivre là-dedans? J'ai pas le choix. Je vais où? Il touche 750 € de retraite et nous dit payer 430 € par mois à son propriétaire. Il n'est pas le seul dans cette situation. Ouais, bonjour. Bienvenue. Nous arrivons au dernier étage. Depuis quelques mois, ce jeune homme vit ici avec un ami. Ici aussi, l'installation électrique est dangereuse. Avant, il y a beaucoup de punaises, des fissures, des taches. Moi, j'ai fait tous les travaux là. Ils nous disent ne pas être des squatteurs et payer 450 € par mois, en espèces, à un intermédiaire du propriétaire. Mais le plus inquiétant, c'est cette terrasse. Ils l'utilisent tous les jours, alors qu'elle menace de s'effondrer. C'est moi qui fais ça pour sécuriser la terrasse. Il y a du bois. Pourtant, un nouvel arrêté de péril de la mairie du 21 février dernier interdit une fois encore de l'occuper et de l'utiliser. Il faut également la condamner dans un délai de 7 jours, soit depuis 8 mois. Ça peut s'effondrer là, vous avez pas peur? Ouais, j'ai peur, mais j'ai pas le choix.
comment je fais? Cet ancien hôtel meublé appartient à un homme, propriétaire de plusieurs immeubles à Marseille. Nous l'avons retrouvé. Il ne sait pas qu'il est filmé. On s'est rendu dans un de vos hôtels, 43 rue d'Aubagne. Il est plus à vous? Ah, il est à qui alors? Vous l'avez vendu? Surprise, le 43 rue d'Aubagne vient d'être racheté le 8 octobre dernier par la ville de Marseille. Montant de la transaction, 300 000 €. Des travaux devraient bientôt démarrer. 6 ans après, dans la seule rue d'Aubagne, nous avons identifié 23 immeubles, toujours frappés d'un arrêté de péril. Comment est-ce encore possible? Nous posons la question à l'élu en charge du logement. On a derrière nous et devant nous des problématiques qui sont des problématiques administratives, des problématiques financières, des problématiques légales qui font que les choses ne peuvent pas aller aussi vite que prévu. Une expropriation, parce qu'il y en a eu rue d'Aubagne, c'est 2 ans. Parce que les propriétaires peuvent ne pas être d'accord, peuvent faire des recours devant les tribunaux, mais c'est 2 ans. Face au fléau du logement indigne, la justice a durci le ton. Depuis 2020, 25 marchands de sommeil ont été condamnés selon le parquet de Marseille. Ce jour-là, justement, le tribunal correctionnel prépare une audience visant l'un d'entre eux. Rares sont les locataires qui ont osé briser le silence. Venir déposer une plainte quand on est dans une situation compliquée, que trouver un logement c'est compliqué, parfois qu'on est étranger ou en situation irrégulière, forcément ça devient tout de suite quelque chose auquel on ne pense pas. Ali Bouguera a porté plainte contre son propriétaire, absent à l'audience. On est dans la main de justice, donc du coup on est protégé, du coup et la justice va nous donner nos droits. Ali Bouguera habite dans cette perpendiculaire à la rue d'Aubagne. Ici, des travaux ont bien été faits, mais selon lui, pas dans les règles de l'art. Il paye 660 € par mois pour ce T2 dégradé, dont le plafond s'est déjà effondré 2 fois. À chaque fois, il fait des travaux à l'arrache comme ça, il ramène des ouvriers, ils ne sont pas des professionnels. Du coup, ils font les travaux, je te fais les travaux et paye-moi les loyers. Pour ces travaux, légalement à la charge du propriétaire, ce dernier lui aurait réclamé 700 € en plus du loyer. Plusieurs fois, il est venu avec sa femme ici, il m'insulte, vous êtes des voyous, vous êtes des escrocs, sors de chez moi. J'ai peur de lui, oui. Ce propriétaire est poursuivi pour plusieurs infractions, dont menaces et intimidations, et mise en danger de la vie d'autrui. Nous tentons de le joindre. Les locataires nous désignent ce local où se trouve un intermédiaire. Nous filmons en caméra discrète. On a des locataires qui se plaignent de l'état d'insalubrité dans lequel ils vivent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas la peine de me raconter n'importe quoi. Pour le moment, personne n'est porté plainte. Vous savez quand même que vous êtes convoqué devant la justice au mois de mars prochain. Je réponds, il y a des avocats, il y a tout. Tout à fait. Il y a rien de spécial. Ce propriétaire encourt une peine de 10 ans de prison. Rénover le centre-ville, un chantier gigantesque. Depuis 2020, la municipalité a consacré 12 millions d'euros pour des travaux d'urgence, contre 168 000 € en 2018. La réhabilitation d'une partie de la rue d'Aubagne devrait débuter l'an prochain. Selon les associations, il reste toujours 40 000 taudis à Marseille. On a appris le décès de la résistante Madeleine Riffaut, qui s'est éteinte à l'âge de 100 ans. Elle en avait seulement 16 lorsqu'elle s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, elle a aussi été journaliste, correspondante de guerre au Vietnam et en Algérie, notamment pour le journal L'Humanité. Elle était aussi poète. Voilà pour l'actualité française. Et tout de suite, on vous retrouve, Anne-Sophie Lapix, en direct de Washington pour la suite de notre édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle américaine et la victoire de Donald Trump. Merci Sonia. La victoire de Trump, c'est aussi celle d'Elon Musk. Dès son tout premier discours dans la nuit, le président élu a rendu hommage au patron de Tesla, de SpaceX et de X. Il faut dire que celui-ci n'a pas ménagé sa peine. En meeting sur son réseau social, il a aussi versé plus de 110 millions de dollars dans la campagne. Claire Vérov et Emmanuel. Dès son tout premier discours, Donald Trump n'a pas oublié de le remercier. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Un génie au plus proche de Donald Trump cette nuit en Floride. Les deux hommes ont lié leur destin dans cette campagne. L'entrepreneur fondateur de Tesla et de SpaceX a été une pièce maîtresse de ce grand retour. D'abord, via le réseau social X dont il est le patron. Pendant des mois, avec ses 200 millions d'abonnés,
Elon Musk offre une tribune permanente à Donald Trump. Il tweet, retweet, s'embarrassant peu de la réalité. Il n'hésite pas à publier des informations mensongères comme ce discours supposé de Kamala Harris, en réalité créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Je suis votre candidate démocrate parce que Joe Biden a enfin admis sa sénilité. Merci Joe. 50 publications fausses ou trompeuses font ainsi plus d'1 milliard de vues. Pour Donald Trump, Elon Musk donne aussi de sa personne, bondissant d'enthousiasme ici à Butler 3 mois après la tentative d'assassinat du candidat. Nous avons un président incapable de monter un escalier et un autre qui a brandi le poing après s'être fait tirer dessus. Battez-vous, battez-vous. Surtout, l'homme le plus riche du monde a offert 120 millions de dollars à la campagne républicaine. Dans la dernière ligne droite, il organise même une loterie, offrant 1 million de dollars par jour aux électeurs pour les pousser à voter. Quel rôle va-t-il désormais jouer auprès du président élu ? Donald Trump disait vouloir lui confier la gestion des comptes de l'administration. Elon Musk s'était même fixé un objectif chiffré. On peut au moins couper 2 milliards de dollars. Qu'en sera-t-il réellement ? Elon Musk se voit déjà dans le bureau ovale à en croire ce photomontage qu'il a publié aujourd'hui, avec un commentaire, jeu, set et match. Les actions de ces entreprises ont flambé aujourd'hui à Wall Street. Lors de sa première prise de parole la nuit dernière, Donald Trump a appelé à surmonter les divisions du pays après une campagne d'une rare violence. On a évoqué dans les 20 heures les multiples fractures de l'Amérique divisée en 2 mondes qui se détestent. Une réconciliation est-elle possible ? Reportage en Géorgie de Benjamin Delombre et Chloé Cormery. Bienvenue dans l'un des comtés les plus divisés de Géorgie. Cobb County, au nord d'Atlanta, compte quasiment autant de supporters de Donald Trump que d'électeurs de Kamala Harris. 2 Amériques qui se font face, y compris au café. Ces 2 amis démocrates ont bien du mal à se remettre des résultats d'hier. Je suis tellement déçue par les résultats, c'est pour ça que c'est dur. Vous pourriez parler à un supporter de Trump ? Peut-être pas aujourd'hui. Moi, je suis tellement déçue par l'élection. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait se dire. À la table d'à côté, justement, nous rencontrons Chess Delaney, un partisan de Donald Trump. C'est mon anniversaire, cette élection, c'est mon cadeau. Lui croit que le futur président saura unir tous les Américains. C'est le moment de réparer le pays. On a été si divisés ces 4 dernières années. On va revenir à nos racines. Un grand pays. On va se rassembler. Après une campagne électorale extrêmement tendue, Donald Trump a appelé hier à l'unité de la nation. Pour ce responsable local du Parti républicain, ce ne sont pas des mots en l'air. Le président, assure-t-il, a changé. Vous savez, il a subi 2 tentatives d'assassinat et ça l'a fait évoluer, ça l'a rendu plus humble. Et puis dans son cabinet, il s'entourera peut-être de gens qui ne pensent pas exactement comme lui. Ce discours d'apaisement prôné par les républicains peut-il convaincre ? Sur ce campus universitaire réputé progressiste, nous avons fait écouter les mots de Donald Trump à des étudiants. Peu se sont montrés convaincus. Donald Trump, pour unifier le pays, ça ne peut pas arriver. Je ne sais pas si Donald Trump comprend totalement les conséquences de ce qu'il dit, ni à quel point les gens le croient. S'il veut réussir l'unité du pays qu'il appelle de ses vœux, Donald Trump aura fort à faire au lendemain de son élection. Beaucoup d'Américains ne semblent pas prêts à lui pardonner ses propos outranciers et son programme, jugé très conservateur. On va voir si cette réconciliation est possible avec nos invités qui incarnent les 2 camps, républicains et démocrates. Angèle Cuomo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démocrate et vous travaillez pour le Congrès. Et Jeremy Stein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de la majorité républicaine du Sénat de Louisiane. D'abord, on a vu qui avait élu Trump. À présent, qu'est-ce que les électeurs de Trump attendent de lui, Jeremy Stein ? Qu'est-ce que les électeurs attendent de Trump ? Oui, tout d'abord, l'économie. Il faut arrêter l'inflation. Comme mon ami de la Louisiane dit, James Carville, it's the economy stupid. Vous voyez, alors, l'inflation, c'est ça pourquoi moi je trouve que Trump a gagné. C'est parce que l'inflation, c'était
un niveau très haut. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Et on considérait, d'ailleurs, les électeurs ont considéré que l'inflation, elle était imputable aux démocrates. Vous trouvez que c'est injuste ? Je ne pense pas que ce soit injuste, mais je pense simplement que les stratèges de la campagne de l'équipe de Kamala a jugé qu'il était plus important qu'il fasse campagne par rapport à la question de santé, la question de droits des femmes et tout ça. Mais l'économie affecte tout le monde, que ce soit dans la santé ou que ce soit dans les autres secteurs, c'est important. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça constitue une faiblesse pour elle en même temps. En tout cas, cet élément a permis à Donald Trump de capter un électorat qui se sent laissé de côté. Comment a-t-il réussi, selon vous, à incarner l'espoir ? Oui, alors, moi, je trouve que c'était vraiment une campagne des élites contre le peuple. Alors, nous, les Américains, plus de la moitié des Américains, on est tout simplement des Américains ordinaires, tout simplement, et on était traités de nazis, des insultes déshumanisantes. Ouais. Alors, nous, on est simplement des Américains ordinaires. On se lève tôt chaque jour pour aller travailler, pour s'offrir, pour essayer que nos enfants aient une vie meilleure. Alors, c'est ça, pour moi, l'inflation, c'était trop tôt. Tout est trop, les prix sont trop hauts. Et c'est pour ça que les Américains ordinaires, la classe ouvrière, ils ont dit, ça suffit, nous ne sommes pas des nazis, on veut travailler et on veut les prix se baissent et c'est tout. Vous évoquez cette classe ouvrière, et il y a aussi une particularité de ce scrutin, c'est que Kamala Harris a perdu une petite partie du vote afro-américain et latino. Comment vous l'expliquez ? Je pense que, pour revenir à ce que Jérémy a dit, la victoire fracassante de Trump représente un grand changement, un désir de changement de toute la classe politique américaine. Et on peut partir un petit peu du côté élitiste ou du côté puritain de la politique américaine, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un individu comme Donald Trump, avec tout le background qu'il est, dans un contexte normal, il n'aurait même pas pu se présenter, passer le niveau des primaires, même au niveau étatique, au niveau des state senators. Parce que, il a eu plein mais malgré cela, il représente l'Américain moyen, il représente l'individu, le politicien qui est vrai. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup se sont identifiés à lui par rapport à Kamala Harris, qui représente plutôt l'élite. Mais en même temps, le Parti républicain, dans sa philosophie, c'est un parti d'élite, un parti un peu conservateur, comme chez vous, la classe, le milieu d'affaires. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit que le milieu rural, les blue collars ont voté plus pour Trump qu'ils ont voté pour Kamala Harris, alors qu'elle avait un agenda plus ou moins pro... les affranchis, les pauvres et tout ça. Mais la machine Trump, pour moi, aujourd'hui, ne représente pas vraiment le Parti républicain. Maintenant, c'est Trump, la machine de Trump, qui s'est redéfinie, qui a pris le contrôle des États-Unis avec un mandat fort. Vous disiez qu'en temps normal, il n'aurait même pas pu se présenter, Donald Trump. Il y a ces ennuis judiciaires. Est-ce que les républicains pardonnent tout à Donald Trump, y compris la rébellion du 6 janvier 2021, pour laquelle il va être jugé ? En ce moment, oui, parce que tout pardonne. Aussi, les démocrates, on vient de voir juste aujourd'hui que les juges, je crois à New York, ils ont laissé tomber les poursuites. Alors, c'est bon pour Trump dans ce sens-là. Et vous, ça vous gêne ces poursuites ? Ça me gêne la poursuite en justice de votre candidat, Donald Trump. Ça ne vous gêne pas ? Ça n'est pas un problème pour vous ? Non, ce n'est pas un problème du tout. Parce qu'il est le président et j'espère qu'il va nous représenter bien. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On va s'intéresser à présent aux conséquences de l'élection de Donald Trump pour nous, Français. Le candidat n'a pas fait mystère de ses intentions un peu agressives. Nous allons voler les emplois d'autres pays à coups de baisse d'impôts et de hausse de droits de douane, a-t-il promis. À quoi faut-il s'attendre ? Marie-Charlotte Deluc et Paul-Luc Monnier. C'est l'un des fleurons de l'industrie française aéronautique. Dans cette entreprise de Seine-et-Marne, on fabrique des écrous et des vis indispensables aux moteurs des avions. Ça, c'est une pièce très particulière. C'est un écrou pour une canalisation qui se monte donc du coup sur un moteur d'avion. Et on la fabrique, celle-ci en particulier, pour un client américain. Ici, 50% de la fabrication est destinée aux États-Unis. Le patron y est justement en déplacement. Salut Damien, ça va très bien et toi ? Entre deux rendez-vous avec des clients, il partage ses incertitudes. On est dans une observation et une vigilance.
face à toute tentative de monter les droits de douane. Une mesure défendue par Donald Trump lors de sa campagne. Plus 10% de taxes sur l'ensemble des produits entrants. L'an dernier, les exportations françaises vers les États-Unis ont dépassé les 45 milliards d'euros, faisant du pays notre 4e partenaire commercial à l'export. Parmi les produits privilégiés, l'aéronautique, la pharmacie, les vins et spiritueux, ou les meubles de cette entreprise des Hauts-de-France qui compte 150 salariés. On a des grandes pièces pour des grands intérieurs américains, donc on est vraiment approprié pour ce marché. Avec 300 références proposées, la marque espérait se développer fortement dans le pays. Une stratégie aujourd'hui mise à mal par l'éventuelle surtaxe. Il nous faudra soit comprimer les marges pour pouvoir vendre au même prix, ou soit monter les prix et grandir un petit peu moins vite. On veut s'implanter et on veut se développer. Ce sera plus dur. Autre mesure défavorable à la France, celle de taxer jusqu'à 60% les produits importés de Chine sur le sol américain. On risque, c'est qu'il y ait un redoublement des exportations chinoises vers l'Europe dans un contexte où elles sont déjà très abondantes. Les conséquences pour nous, c'est le risque d'accélérer la désindustrialisation. Selon des estimations, les exportations françaises vers les États-Unis pourraient baisser de près de 11%. Et nous retrouvons notre correspondante de Bruxelles, mais à Budapest, Valérie Astruc. Bonsoir. Comment les dirigeants européens accueillent l'élection de Donald Trump ? Eh bien, au-delà des félicitations d'usage, de nombreux dirigeants appellent à l'unité face à Donald Trump. Quand il y a danger, les Européens savent faire bloc, comme on l'a vu lors de la crise du Covid, assure un diplomate. Mais dans la guerre commerciale qui s'annonce, on sent déjà la tentation, notamment en Allemagne, d'aller négocier en solo avec le futur président américain, comme en témoigne la réaction très prudente de Berlin. Et puis, sur l'Ukraine, le front uni se fissure déjà, puisque la Slovaquie et la Hongrie veulent négocier la paix avec la Russie. Viktor Orban, qui reçoit à partir de demain ici à Budapest un sommet européen, a déjà annoncé qu'il allait déboucher le champagne pour fêter la victoire de son ami Donald Trump. Le fera-t-il devant ses homologues ? Le signal serait dévastateur pour l'unité de l'Europe. Merci Valérie. On apprend à l'instant que Joe Biden vient de féliciter Trump et de l'inviter à la Maison-Blanche. Pendant sa campagne, Donald Trump a promis de régler la guerre en Ukraine, mais cela pourrait bien être au détriment des Ukrainiens. Les républicains se lassent de financer ce conflit à coups de milliards de dollars et Trump n'a pas rompu ses liens avec Vladimir Poutine, contrairement à Joe Biden. Marc de Chalvron. C'est une promesse que Donald Trump a formulée à de multiples reprises pendant sa campagne à propos de l'Ukraine. Moi, président, je réglerai cette guerre en une journée, 24 heures. Je gagne cette élection, la première chose que je fais, c'est d'appeler Zelensky et le président Poutine. Et je leur dis, il faut trouver un deal. C'est de la folie. À aucun moment, Donald Trump n'a donné les détails d'un quelconque plan de paix. Alors compte-t-il forcer l'Ukraine à abandonner une partie de son territoire ? Donald Trump, qui n'a jamais cessé de communiquer avec Vladimir Poutine, a menacé plusieurs fois de couper l'aide militaire à l'Ukraine, qu'il considère comme un fardeau pour les États-Unis. Je pense que Zelensky est le meilleur commercial de tous les hommes politiques de l'histoire. À chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars. Pas rancunier, le président ukrainien, qualifié ici d'agent commercial, a été un des premiers à féliciter le nouveau président élu la nuit dernière, en des termes très élogieux. Félicitations à Donald Trump pour sa victoire électorale impressionnante. Dans les rues de Kiev ce matin, la nouvelle de l'élection de Donald Trump a suscité de l'inquiétude. C'est terrifiant pour l'Ukraine. Ça crée forcément de l'incertitude. C'est vrai qu'il a beaucoup promis, notamment de mettre fin à la guerre en 24 heures. Mais ce qui compte, c'est comment on arrête cette guerre, de manière à ce que tous ces héros ne soient pas morts pour rien. Depuis le début de la guerre en 2022, les États-Unis ont fourni près de 60 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Un soutien vital, aujourd'hui en sursis. L'autre pays que les Américains fournissent en armes, c'est Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas tardé à féliciter Donald Trump et son retour historique. On retrouve Mathieu Boisseau en direct de Jérusalem. Mathieu,
que peut faire Trump pour Israël? Bonsoir. Alors, en théorie, Donald Trump devrait apporter un soutien massif à Israël, dont il est un allié inconditionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou lui a écrit, je cite, que son retour offrait un puissant réengagement de l'alliance entre les deux pays. Il faut dire que durant son premier mandat, Donald Trump avait pris une série de mesures favorables à Israël, notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale avec le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv. En ce qui concerne le futur à présent, les dossiers sont nombreux. Gaza, le Liban, l'Iran avec cette escalade en cours. Et il y a ce soir une forme d'incertitude puisque pendant sa campagne, Donald Trump a expliqué que la guerre devait cesser au plus vite, mais il n'a pas expliqué comment il comptait s'investir. Merci Mathieu. Avec moi sur ce plateau, Étienne Lénard, chef du service étranger de France Télé, et Amy Green. Bonsoir. Vous êtes enseignante et spécialiste de la politique américaine à Sciences Po Paris. Sincèrement, est-ce que vous l'avez vu venir, cette victoire de Donald Trump, cette vaste victoire? Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'avoue, on aurait pu penser que il avait toutes ses chances parce qu'on avait prévu que ce serait serré jusqu'au bout. Mais en effet, cette véritable vague, cet élan populaire qui s'exprime à la fois par le vote dans le collège électoral et le vote populaire à ce stade, n'était aucunement prévisible pour moi en tout cas. Et vous, Étienne, pas mieux? C'est une chose de dire que les sondeurs avaient annoncé un scrutin serré, mais qu'il y a une marge d'erreur et que dans beaucoup d'États, la victoire de Trump se situe encore dans la marge d'erreur. C'est une chose d'avoir dit ces derniers jours que la dynamique était plutôt en faveur de Donald Trump. Mais honnêtement, personne ne l'avait vu réellement venir. Et un débat a commencé ici aux États-Unis, un débat entre les sondeurs qui se disent « mais nous ne parlons pas aux gens qui élisent Trump puisque nous n'arrivons pas à les catégoriser ». Et puis dans la presse également, la presse américaine. Vous savez que la campagne a beaucoup été menée auprès d'influenceurs, auprès des réseaux sociaux et beaucoup moins dans la presse classique, les grands journaux, New York Times, Washington Post. Et ces journaux-là s'interrogent en se disant, mais une partie du pays nous est cachée. Alors, on a beaucoup dit, surtout à la fin de la campagne, que les femmes joueraient un rôle prépondérant. Alors, où étaient-elles, les femmes, celles qui devaient justement élire Kamala Harris? Oui, c'est une question qui doit être analysée assez rapidement pour que les démocrates comprennent ce qui s'est passé sur ce sujet. Parce qu'en effet, les femmes ont soutenu beaucoup Kamala Harris dans ses prises de position sur l'IVG. Mais en réalité, ce qu'on avait vu dans plusieurs États fédéraux, c'est qu'il y avait le sujet de l'IVG sur le bulletin, finalement, via les référendums. Et finalement, les femmes, elles avaient pu départager le sujet, et à savoir sanctionner les interdictions ou les restrictions de l'avortement dans leur État, mais tout de même soutenir Donald Trump. Donc on a vu que soutenir Donald Trump n'était pas synonyme avec le soutien des interdictions parce que le sujet a été départagé à la fois à l'échelle locale et elles avaient pu voter pour le candidat républicain sur d'autres choses comme l'économie par exemple. En revanche, ce qui a été bien confirmé, c'est que l'Amérique a du mal à élire une femme. Oui, écoutez, on peut toujours se dire qu'en 2016, Hillary Clinton avait recueilli plus de voix, 3 millions de voix de plus que Donald Trump, même si elle avait perdu l'élection à cause du collège électoral. Donc, il n'y avait pas forcément à ce moment-là cette espèce de plafond de verre. Après, on a beaucoup entendu pendant la campagne, dans les différents reportages que nous avons mis à l'antenne, des Américains dire « Mais est-ce qu'une femme saura tenir tête au dictateur de la planète? Est-ce qu'une femme saura tenir tête à Vladimir Poutine ? Saura tenir tête à Xi Jinping? Est-ce que ça, c'est de la misogynie ou est-ce que c'est une sorte de jugement comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce? Ça a forcément joué, je pense, dans le résultat de cette élection. Alors, il y a peut-être la part de misogynie, mais il y a peut-être aussi le manque de qualité de Kamala Harris, tout simplement. Est-ce qu'elle n'a pas un peu manqué de sérieux, parfois? Non, je ne dirais pas ça forcément. Je pense que Kamala Harris a mené une très très belle campagne. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a relevé le défi en très très peu de temps. Elle a relevé $1 milliard en quelques semaines seulement. Elle est allée avec une vraie vision d'optimisme, de nouvelles visions pour l'avenir. Ça n'a pas trop marché, donc elle est revenue sur les arguments de Joe Biden, c'est-à-dire que Donald Trump est une menace pour la démocratie. Ça n'a pas marché non plus, mais techniquement, elle a fait une très bonne campagne. Elle a bénéficié d'une infrastructure dans les localités, c'est-à-dire de faire du porte-à-porte, d'aller chercher des électeurs qui a été exceptionnel. Simplement, ça n'a pas fonctionné avec les électeurs qu'il a fallu convaincre. Merci à tous les deux, c'est déjà fini et c'est la fin de cette spéciale élection américaine à Washington. Merci à toutes les équipes qui se sont investies dans la couverture de ce rendez-vous historique. Tout de suite, le journal Météo-Climat de Sébastien Thomas, puis la suite de notre polar politique dans l'ombre. Demain, Sonia Chironi sera aux commandes du 20h et je vous retrouverai lundi. Bonne soirée sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Wanna live
Nous sommes tous des êtres à part. Alors pourquoi